Bonjour, bonjour Morad El Attab. Vous êtes écrivain, géopolitologue et vous êtes régulièrement interviewé sur les questions des conflits internationaux. Vous enquêtez depuis plus de 5 ans sur les réseaux pédocriminels et les résultats de votre enquête est édifiant. Vous avez depuis plusieurs mois libéré la parole de centaines de parents plaignants dont les enfants sont victimes de pédocriminalité. Vous avez récupéré bon nombre de dossiers qui vous ont été transmis par eux et qui confirment que le problème des réseaux pédocriminels est un problème systémique dans notre pays. Nous avions d'ailleurs interviewé à ce sujet, comme je vous le disais il y a quelques instants, dans le Nexus 91 en 2014, Jean-Pierre Mocky, qui nous disait à ce sujet, et je cite, « Il y a une omerta parce qu'il y a des gens du gouvernement qui sont pédophiles. » Fin de la citation. C'est une bombe énorme. Justement, aujourd'hui, il y a eu un coup de filet dans l'Hérault avec l'interpellation de 60 personnes. Vous avez le lien dans la description. Pour vous, c'est un contre-feu médiatique, comme la récente couverture de Elle du 11 septembre, qui mettait en scène Brigitte Macron et Andrea Bescon sur les violences faites sur les enfants. Vous nous expliquerez tout cela à la fin. Je rappelle, avant de débuter cette interview avec vous, que ce dimanche 11 octobre, à Paris, place de l'Opéra, de 13h à 18h, il y a une manifestation pour dénoncer la pédocriminalité et les placements abusifs d'enfants. Nous serons sur place pour couvrir l'événement et nous comptons sur vous pour nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, revenons à votre enquête, Morad El Attab. Qu'est-ce que la pédosphère en France? Quel est le lien entre le FBI, Jeffrey Epstein, Brigitte Macron et le combat contre les réseaux pédocriminels? D'abord, bonsoir à vous tous et je vous remercie de m'écouter en live, pour cet échange en live. La première chose auquel je tenais, qui est pour moi très importante, c'est d'abord de rendre hommage à Stan Mayo, qui est aujourd'hui injustement en prison, parce que c'est important de le rappeler. C'est un gendarme qui a lutté activement contre la pédocriminalité, a vu des gens malignement se servir de ces éléments pour les retourner contre lui, et afin de faire croire que c'était lui le pédocriminel. Donc je sais qu'il est en prison en ce moment, il est au fait du combat que je mène à l'extérieur et je le salue bien. Et je lui dis bon courage et j'espère que ses co-détenus essayeront de soulager sa peine à être là où il est, mais on se battra énergiquement pour qu'il n'y reste pas en prison. Voilà, je tenais absolument à le dire dès le début de cet entretien parce que c'est quand même assez incroyable. On est un des rares pays où des gens qui combattent la pédocriminalité se retrouvent en prison. 4 ans ferme je crois, et à côté de ça je vais citer pas mal d'exemples où de véritables violeurs pédocriminels d'enfants prennent des peines de prison avec sursis. D'accord. Autre point, merci d'avoir rappelé qu'il y a une manifestation contre la pédocriminalité ce dimanche 11 octobre, place de l'Opéra, mais c'est important de préciser, comme je vous l'avais déjà énoncé dans une précédente vidéo et la dernière manif, que maintenant ça devient national. C'est hyper important de montrer que dans d'autres villes, il y a des mobilisations qui vont se faire, des villes importantes. Et je salue tout le collectif qui se bat contre la pédocriminalité. Et je ne saurais jamais, infiniment les remercier, tant on est de plus en plus nombreux, tant la parole s'est libérée, comme vous l'avez dit, et je le vois au quotidien, toutes ces manifestations d'hommage qui me sont faites et qui sont faites au collectif dans le cadre de ce combat pour la pédocriminalité en France et contre la pédocriminalité. Juste à rappeler que pendant notre entretien, toutes les 10 minutes, il y a un enfant qui disparaît dans ce pays, que pendant notre entretien, il y a eu 250 enfants à ce jour qui ont été violés ou victimes d'agressions sexuelles et que ça se passe, qu'il y a 2 enfants qui vont mourir aujourd'hui de fait de maltraitance. Ça se passe en France. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, malheureusement, notre pays est surnommé Pédoland. C'est navrant, c'est désolant, mais c'est la réalité. Alors pour en venir à l'intitulé de votre question, qui est extrêmement pertinente, effectivement, on a découvert il n'y a pas très longtemps, suite à toute notre mobilisation nationale et internationale,
que Madame Brigitte Macron, et c'est tout à son honneur, a fait la couverture de Elle avec Andrea Bescon, qui était malheureusement victime d'agression et qui, pour ce faire, a fait une remarquable pièce de théâtre, puis un film pour le dénoncer, tant mieux. D'ailleurs, la couverture de Elle, je vous la montre, c'est celle-ci. Qui annonçait... on va le mettre un tout petit peu plus. Qui annonçait, voilà, en finir avec les violences faites aux enfants. Bon, on peut se poser... Voilà, donc ça c'est la couverture de Elle du 11 septembre. Est-ce qu'on peut la réduire un tout petit peu? Là, pour tous les... La date, 9 réduire septembre. pour voir le... Voilà, vous voyez. Merci. Je vous en prie. Donc à partir de là, je me suis naïvement dit, c'est génial. La conjointe du chef de l'État, attendez, j'ai éteint mon portable volontairement pour éviter qu'il s'appelle. La conjointe, c'est son titre officiel du président de la République, décide de prendre à bras le corps, après 3 ans à la présidence de la République, du sujet. Bon. Il faut noter que depuis cette une de Elle, il ne s'est pas passé grand-chose, voire pas du tout. Et moi, effectivement, ayant des relais et des réseaux internationaux, j'ai commencé quand même à interroger et des gens m'ont dit, mais écoutez, monsieur Latop, c'est quand même assez surprenant. C'est les gens qui entourent Brigitte Macron à l'Élysée. Il y a des personnages interlopes. Alors peut-être qu'en France on n'en parle pas, et elle a oublié de l'évoquer, mais on m'a posé la question. On me dit, mais attendez, comment se fait-il par exemple qu'à l'Élysée, parmi les conseillères officieuses de Madame Brigitte Macron, il y a Mimi Marchand. Il y a un livre qui est paru par 3 brillants journalistes français, dont 2 QJ, je crois, qui est quand même un type très aguerri. Que vient faire Mimi Marchand dans cette histoire? Alors justement, j'y viens, et on m'a interpellé là-dessus en me disant, mais c'est quand même une personne qui a un passé extrêmement trouble, trafic de drogue, et qui était intervenu bizarrement dans le cadre d'une affaire pédocriminelle qui touchait le fils d'un milliardaire français qui avait déjà été interpellé par la police à 2 reprises, qui détenait tout un fichier d'images pédopornographiques. Et manifestement, autour de lui s'est constitué un réseau de people où il y avait pas mal d'échanges photos de ce registre qui est quand même extrêmement grave. Apparemment, elle serait intervenue, c'est dans l'objet du livre, pour empêcher à ce que les journalistes connaissent la décision judiciaire. C'est-à-dire que ça n'avait même pas été notifié auprès de la presse judiciaire. Donc ça n'avait même pas pu être repris par l'AFP et par la presse judiciaire. Alors justement, à ce sujet, on a l'exceptionnelle intervention de ce journaliste sur le plateau de Pascal Praud de CNews, qu'on vous a mis en lien dans la description, où il explique tous les enjeux et tous les contours de cette affaire qui implique Mimi Marchand. Alors justement, pour le coup, je tiens à féliciter Pascal Praud pour avoir eu le courage d'interviewer un des journalistes, un des protagonistes qui avait enquêté sur cette affaire. Il faut savoir que le livre a dû être imprimé à l'étranger. Un des 3 journalistes qui avait fait l'enquête s'est retrouvé avec sa porte sciée. Il y a eu des menaces. On est quand même en France. C'est pour ça que je dénigre jamais les journalistes d'investigation en France, parce qu'ils font en général un travail remarquable et heureusement qu'ils sont là. Mais ils sont menacés. Il y a un d'entre eux a été quand même gravement menacé, sa porte a été fracturée, le livre a pu paraître, et bizarrement on a étouffé beaucoup la sortie du livre. Ce n'est Pascal Praud quand même qui a eu le courage, il faut dire ce qui est, d'avoir interviewé un de ces journalistes et qui a fait état de ce que je suis en train de vous évoquer, et que les structures étrangères que je côtoie, que je connais, s'interrogent. Comment se fait-il que cette personnalité, je vais qualifier d'interlope, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une insulte. Mais simplement, on se demande un peu ce qu'elle fait là dans les couloirs de l'Élysée. Comment se fait-il qu'elle est auprès de Brigitte Macron? Donc moi j'invite Brigitte Macron à se séparer très rapidement de cette personne, parce que déjà on se pose des questions, en l'occurrence aussi le FBI. Les réseaux Mimi Marchand, qui est très proche du couple Macron, sont des réseaux, en tout cas pour elle-même, qui a protégé des personnes impliquées dans des affaires de pédocriminalité. Effectivement, et ça c'est extrêmement grave. Autre point qui est très intéressant. Comment se fait-il? Autre personnage assez étrange, qui d'ailleurs a délégué La République En Marche. Je crois qu'il n'y a que 8 délégués, donc c'est un poste quand même très important.
et qui a créé une sorte de structure via l'Élysée, structure des talents, bon bref, qui conseillerait, qui aurait l'oreille du président. En tout cas, il y a plusieurs articles de presse qui le révèlent, a dénommé Jean-Marc Borrello. Alors moi, on m'a posé la question, on m'a dit, mais monsieur à la table quand même, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, suite à tout le travail que vous avez fait, tout le collectif que vous avez amené, parce que ça a été suivi par des centaines de milliers de personnes, comment se fait-il que Madame Brigitte Macron a une proximité avec ce Jean-Marc Borrello? Bon, alors on tape sur Internet, il y a un truc délirant. Cet homme a été témoin de la défense, était l'ancien administrateur d'une structure qui s'appelait les Tournelles, dont le directeur Robert Megel a été condamné à 11 ans de prison ferme en 2004 pour viol et attouchement sur mineur. C'est-à-dire qu'on a à l'Élysée quelqu'un qui a été témoin de la défense, c'est-à-dire témoin de ce dénommé Robert Megel qui rééduquait les enfants par le beau et le merveilleux, tout en les violant manifestement. C'est sidérant. J'invite Brigitte Macron, avec tout le respect que j'ai pour elle, de se séparer en urgence et que ces gens soient virés de l'Élysée, que M. Jean-Marc Borrello soit démis de ses fonctions dans l'heure. Et à ce moment-là, on prendra pour argent comptant, et je n'aurai pas à entendre des gens à l'étranger m'interroger sur ces personnes dont j'ignorais une telle proximité à l'Élysée quand même, au sein des saints. Je ne vais pas évoquer la troisième personne dont on m'a cité le nom, mais là, c'est un secret pour personne, qui est le fameux Daniel Cohn-Bendit, qu'on retrouve plus ou moins interrogé en permanence sur LCI, dont, pareil, rééducation des enfants à travers les centres d'enfants, où il estimait que ça ne chagrinait pas que des enfants mineurs lui mettent la main dans le pantalon. C'est quand même assez hallucinant ce qui se passe. C'est un microcosme, on va dire tolérant, on va dire ça, envers les réseaux pédocriminels, voire promoteurs de ces réseaux qui gravitent autour des sphères du pouvoir. C'est quand même des gens qui, alors là, il y a plusieurs personnes qui, on le sait depuis maintenant quelques années en France, parce que les chiffres de la pédocriminalité a explosé déjà sous le mandat précédent. On se demande pourquoi. Et qui, justement, on a des gens qui estiment de plus en plus et qui manifestement influent sur les réseaux de pouvoir et même la magistrature sur le fait que des enfants sont peut-être conciliants ou accepteraient une relation sexuelle consentie avec un adulte. Parce que c'est quand même là, on a affaire à des gens quand même qui n'ont aucune pitié pour les victimes. C'est pas le problème. Même quand ceux qui défendent sont condamnés par la justice, justement, par des magistrats qui font le travail, c'est la majorité d'ailleurs, là on se pose vraiment des questions. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant à la suite de ça, comment ça se fait que Brigitte Macron, encore une fois, je ne dis rien d'insultant et de diffamant à son endroit, mais je pose des questions qu'on m'a aussi posées. Comment se fait-il que Brigitte Macron n'a pas pesé de tout son poids lorsque il y a eu le fameux article 2 du projet de loi sur les violences sexuelles qui n'a été voté que par des députés La République En Marche en août 2018. Il faut savoir qu'à la suite de ça, malgré les dires de Marlène Schiappa qui portait ce projet, à part d'avoir augmenté les délais de prescription, ce qu'il faut reconnaître, Marlène Schiappa a dit non, on va faire du viol un viol, c'est faux. Depuis la majorité des affaires en France de pédocriminalité, on parle d'agression sexuelle et non pas de crime lorsqu'il s'agit de viol pour désengorger les assises. Et donc on décriminalise la pédocriminalité. C'est horrible, mais là c'est un état de fait. Donc moi j'invite Brigitte Macron quand même à si elle veut vraiment peser tout son poids et à apparaître crédible dans son combat qu'elle veut mener après 3 ans après avoir été à la présidence, je l'invite fortement à ce qu'elle se pose comme les vraies questions et qu'elle mène les vrais combats. Une de elles ne suffit pas. C'est pour ça qu'on en vient à ce qu'on disait en préambule, c'est un contre-feu, pour vous. Pour moi, c'est un... Alors, je n'enlève rien à sa sincérité, mais pour moi, ça reste un contre-feu médiatique par rapport à tout le moment que je suis en train de mettre en place avec tout un collectif
Et on est en train de filer l'armure. On est en train de... Moi, je suis fier de ces Français, de tous les Français qui sont en train de dire « vous ne toucherez pas à nos enfants ». Et s'il y a bien quelque chose sur laquelle il y a l'unité, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de couleur de peau, et ben c'est là-dessus. Alors justement, vous avez décloisonné la parole des parents plaignants qui militent de leur côté, parfois isolément, en étant impuissants. Mais vous ne faites pas que ça en fait, c'est que vous avez enquêté, vous avez, parce que vous avez été lié personnellement à une affaire qui vous a fait rentrer dans les rouages des réseaux pédocriminels et dans la compréhension de comment ils fonctionnent finalement. Et là où je voudrais insister, c'est pour comprendre que ce n'est pas des faits isolés, ce ne sont pas des faits divers. Bien sûr, il y a des faits divers que l'on nous met en contre-feu, mais là où votre travail est précieux, comme celui de feu Jean-Pierre Mocky, mais alors de Serge Garde, Laurence Beneux, et j'en oublie certainement, qui ont exactement. Il y a vraiment eu un travail de quelques journalistes courageux ces 20 dernières années. L'affaire Doutreau a aussi permis de révéler énormément d'incohérences et de manipulation de la justice. Qu'est-ce que vous avez pu confirmer? Qu'est-ce que votre enquête a pu permettre de révéler? Et pourquoi ce lien surprenant avec le FBI, Jeffrey Epstein, et ce qu'on vit dans la situation des réseaux pédocriminels en France? Alors, ce qui est très important, un point à rappeler, d'ailleurs je crois que le seul journal qui a eu le courage de révéler que les Américains, le département de la justice américain se plaignait des freins commis en France dans le cadre de l'affaire Epstein, Valeurs Actuelles. Un remarquable article dans ce sens et qui le rappelle. Donc c'est quand même bizarre qu'en France... J'avais oublié, c'est vrai qu'il y a eu aussi Lise Lucet qui a fait un travail formidable au début des années 2000. Exceptionnel, par rapport aussi je crois aux enfants Roche, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Voilà, et le juge Roche qui a été suicidé, qu'on a dit qu'il c'était la mort non élucidée. Hein. Il se serait suicidé mais la mort n'est non élucidée. Donc il faut savoir. Et son fils Marc a témoigné de manière remarquable sur le fait et comment on prenait au piège et comment c'était des réseaux qui se constituaient, des magistrats ou des policiers, on les faisait venir à certains endroits dont ils ignoraient l'issue et ils étaient pris en photo dans le cadre de cérémonies rituelles, satanistes, enfin en plein délire. Mais je dis qu'ils existent puisque en ce moment je suis en train d'inquiéter de remonter un réseau pédocriminel extrêmement important. Dimanche, lors de la manifestation, je montrerai une ou deux photos d'enfants que j'ai pu récupérer. Alors, encore une chose qui est très importante que j'envoie à tous vos auditeurs, c'est que lorsque vous travaillez sur les réseaux pédocriminels, ne gardez rien. C'est-à-dire que sinon on vous accuse, comme il a été pour Stade Maillot, d'être détendeur de matériel pédopornographique. Donc c'est pour ça que tout de suite je monte des dossiers, je les envoie à plusieurs États étrangers, je les envoie à quelques avocats de confiance, à quelques amis de confiance, pour que jamais moi je sois détenteur de ce genre de documents. On a quand même tenté 3 fois de commettre des effractions chez moi, des tentatives physiques aussi, d'agression, des classements sans suite un peu bizarres, mais j'évoquerai tout ça au fur et à mesure. Parce que vous ne faites pas qu'enquêter, vous vous battez, judiciairement parlant, dans des dossiers qui vous concernent, et c'est là où vous avez réussi à comprendre la systémique, la structuralité de la chose et la résonance avec d'autres cas. Ce qui fait ma particularité, frère, c'est que je suis moi-même parent plaignant. C'est-à-dire que j'arrive pas où je dis, je prends le dossier, je gère. Voilà. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant, j'ai vécu ce que vivent aujourd'hui majoritairement des parents plaignants, qui sont majoritairement des mamans, hein, qui sont littéralement massacrées et par des brigades de protection de la famille, qui depuis qu'elles existent d'ailleurs n'ont jamais arrêté un moindre réseau pédocriminel en France. C'est quand même assez étrange, il faut se poser la question. Et puis des quelques magistrats minoritaires liés au réseau pédocriminel, parce qu'il y en a malheureusement dans l'institution judiciaire. Mais là où on parlait tout à l'heure aussi de contre-feu, il y en a un autre, celui que vous avez évoqué lors de notre entretien, que ce soi-disant coup de filet de la police. C'est pour ça qu'on se rejoint aujourd'hui. Aujourd'hui, interpellation de 60 personnes, coup de filet dans l'Hérault. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, ce que ça veut dire, et c'est là important où il faut alerter les Français. Les Français, c'est normal, ils ont la naïveté de croire que le boulot est fait. Bon, alors je vais vous donner des exemples concrets. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est le minima du minima que peut faire l'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP. Bon, alors qui sont à l'origine de cette interpellation
Bon, 220 policiers mobilisés, police de pédo, le nom de code. Bon, 60 personnes arrêtées. Je vous dis que c'est très maigrichon, très maigrichon. Je vais vous donner un équivalent. Des gens avec qui je travaille. La cellule FBI Trafic Humain a alerté le Canada, qui avait alerté l'Allemagne sur un réseau pédocriminel, fichier d'échange photo pédocriminel. Bon, on a eu 30 000 arrestations. 30 000. Le chef des réseaux a pris 12 ans. Là en France, vous voyez, c'est 60. C'est pour dire aux Français, bon, voyons, on bosse, on fait des choses. Il y a plus de pédocriminels en Allemagne peut-être? Bah justement, il faut croire qu'en Allemagne, non, on fait le travail. Mais il y a un truc qui est très intéressant à savoir, c'est que les services secrets étrangers travaillent de moins en moins avec la France sur ces sujets-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'affaire Pédoland, l'affaire Epstein, il y a quand même des choses très graves qui se sont déroulées en France qui ont fait que... moi, je connais 2 dossiers. Un dossier qui est très intéressant, c'est qu'il y avait une arrestation de grande ampleur sur le plan international qui avait été faite avec les États-Unis et les services secrets australiens. À l'époque où le Premier ministre était M. Turnbull, qui était un mec exceptionnel. Et ils avaient arrêté un réseau dark tech pédocriminel avec 400 gros prédateurs sexuels, plus des milliers d'intervenants. Et ils avaient arrêté dans le cadre de cette opération un policier à Rouen. Il y a eu très peu d'écho, mais la presse locale en avait fait état. Il y a quand même des journalistes qui font leur boulot, il faut vraiment le croire. J'insiste là-dessus. Et bizarrement, ce policier s'est pendu dans sa cellule. Et puis sa femme, qui était plus ou moins complice, a été mise en psychiatrie. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient tenté de faire avec moi aussi. D'ailleurs, c'est assez comique. Ils ne sont pas arrivés, puis là maintenant ils vont avoir du mal à le faire. Et donc du coup, l'affaire a été étouffée dans l'œuf. Et là, les services secrets étrangers se sont dit, on ne peut pas travailler avec les Français. C'est-à-dire que c'est plus possible. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas travailler sur la pédo et remonter les réseaux, on travaille entre nous. Et donc c'est par exemple, l'exemple avec l'Allemagne est flagrant. C'est-à-dire qu'on a eu aussi un ministre de la Justice en Allemagne qui est venu, qui a fait des conférences de presse. Il y avait vraiment une volonté pour le coup d'arrêter tout le monde, de faire le boulot. Là, on nous arrête 60 personnes. Alors ce qui est très intéressant, là je vais alerter les Français. Comment vous expliquer que sur les 60 personnes interpellées, pareil, c'est que des seconds couteaux. Moi, je vois les profils, éducateurs sportifs, pères de famille incestueux, professeurs, informaticiens. Bon, voilà, on voit très bien que c'est des gens qui vont alimenter des gens au-dessus. Mais bizarrement, ceux-là ne sont jamais arrêtés. Ou bien, vous avez des interventions, comme je l'ai cité tout à l'heure, de gens qui côtoient l'Elysée. C'est quand même assez délirant. Mais ce que je vous dis, les pays étrangers le savent, parce qu'ils travaillent sur ces réseaux-là. Mais il y a une question qui est très importante. Sur les 60 interpellations, c'est la question que doivent se poser aujourd'hui tous les journalistes, tous les Français. Comment on peut expliquer qu'il y avait 13 personnes qui ont été arrêtées dans le réseau, qui étaient fichées, qui étaient dans le fichier des délinquants et criminels sexuels? C'est un peu un délire. Comment ça se fait que ces gens étaient toujours dehors? Comment ça se fait que les maires... les directeurs d'école n'étaient pas au courant? Comment ça se fait que ces gens-là n'étaient pas... La population n'était pas alertée dans ces 3 départements de la présence de ces 13 personnes fichées comme criminels sexuels? Et comment ça se fait qu'ils sont dehors? C'est pas des gens soupçonnés, c'est des gens qui ont fiché comme criminels. Certains avaient déjà été condamnés pour viol. Donc, d'autres pour détenteurs d'images pédopornographiques, mais certains pour viol. Alors, en fin de compte, c'est quoi le boulot de ces gens-là? C'est vous rattraper des gens que vous connaissez déjà? Attendez, on est en plein délire là. Et comment ça se fait que ces gens sont pas en tôle? Ils n'avaient pas pris 20 ans? Ça vous rappelle pas un peu l'histoire du mec qui avait été condamné déjà pour 9 viols et qui a tué tout récemment cette jeune fille de 15 ans? Et puis à la télé, on a vu défiler des magistrats la main sur le cœur, ainsi que des policiers. Mais le travail avait été fait. Pas un mot pour la famille de la défunte. Alors là, vous comprenez que nos auditeurs, ils sont en train de se rendre compte qu'on est en train de monter pour empêcher notre mouvement, empêcher qu'on est en train de faire tomber les vrais réseaux, les vrais coupables, les vrais criminels dans ce pays. Des gens qui se servent de ces pauvres, ordures, qui sont des petites mains, qui les alimentent justement en photo, qui commettent des actes incestueux, mais qui les ramènent aussi dans leur réseau. Il faut qu'ils arrêtent là. C'est ce que dénonçait déjà Jean-Pierre Mocky. Alors bravo à Jean-Pierre Mocky. Vous avez rappelé qu'il dénonçait, sa fameuse phrase était, elle est là, il y a un omerta parce qu'il y a des gens du gouvernement qui sont pédophiles, mais il rappelait ici qu'il y avait aussi des juges là. Donc c'est extrêmement important.
Et petite parenthèse, mise à part, le commissaire divisionnaire de l'OCRVP, il faut que vous sachiez que dans le cadre de mon affaire, je lui ai écrit à 2 reprises ce monsieur, pour lui donner les 4 noms de 4 fonctionnaires à la préfecture de police de Paris. Là, on est sur du lourd, là, sur du réseau. Qui changeait les pièces d'identité des enfants français qui étaient amenés à l'étranger pour être témoins, pour être victimes de pédocriminalité, d'actes barbares ou témoins de partous comme l'ont été mes propres enfants. Hein? Eh ben, il m'a jamais répondu. Ah, parce que quand il veut du lourd, il veut pas du lourd. Hein? Alors va attraper les 13 mecs que tu connaissais déjà, hein, au lieu que ces 13 salopards soient en tôle. Par contre, ceux qui font du super boulot et à qui bizarrement on donne très peu de moyens, c'est à l'Office central de lutte contre la cyberpédocriminalité à Rosny-sous-Bois. Hein? Ils se battent comme des dingues pour remonter des gros réseaux pédocriminels à qui on donne peu de moyens. Je les félicite, à toute l'équipe de cette gendarmerie. Comment ça se fait qu'on leur donne pas plus d'effectifs? Comment ça se fait qu'on leur donne pas plus d'argent? Comment ça se fait qu'on leur donne pas plus de véhicules même pour les interpellations? Parce que parfois ils n'ont pas pu interpeller des gens qu'ils allaient le faire parce qu'ils n'avaient pas le véhicule. Hein? Et au sein de la police, ils sont incriminés parce que soi-disant ils s'occupent des mineurs. Leur surnom c'est couche-culotte. C'est pas une honte en France d'entendre ça et de voir ça, mais ça je le dis à vos auditeurs parce qu'ils ne savent pas, ce sont des vérités qui leur sont cachées. Il y a des flics qui font le boulot dans ce pays, il y a des gendarmes qui font le boulot et qui se battent pour sauver nos enfants. La plupart font le boulot. Ce que la majorité, ce que vous avez découvert, c'est qu'il y a un parasitage à tous les niveaux dans nos institutions de quelques personnes qui tiennent certains leviers. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi j'ai dénoncé certaines policières qui au sein de la brigade de ce qu'on appelle la brigade de la protection de la famille. Vous parlez, ils ne protègent ni les enfants ni les femmes agressées, hein, souvent, de viol. Hein, et ils falsifient les enquêtes. Et j'ai plein de parents plaignants qui ont été traités comme des moins que rien alors qu'ils voulaient sauver leurs enfants des réseaux pédocriminels. Et maintenant les Français sont en train d'en prendre conscience. Je parle. Tout un mouvement est en train de se faire, mais un mouvement colossal. Aujourd'hui, ça va se faire dans plusieurs villes. Mais une chose qui est très importante, les réseaux, ils existent. Il faut qu'ils arrêtent de dire que les réseaux n'existent pas. D'ailleurs, dans vos interviews que vous avez fait dans Nexus, et j'invite les gens vraiment à acheter vos 2 numéros de mars-avril 2014 et septembre-octobre 2014, parce qu'il y a aussi un dossier sur les placements abusifs. Ce qui est très intéressant, il y a eu à l'époque un policier qui était un ancien des services français, qui s'appelait Georges Abbas, qui avait à Sud Radio témoigné en 2012 sur le fait qu'en France il existait des réseaux pédocriminels. D'ailleurs, il y a des fichiers qui s'échangent, donc à partir du moment où ils s'échangent, il y a des clients. Il faut savoir que les fichiers d'enfants sodomisés, torturés, se vendent entre 2500 et 1 million d'euros. Il faut le savoir. Les Français sont en train de découvrir, oui, par ma voix, et par la voix de tous ceux qui me sont solidaires, et de tous ces parents plaignants, que la France aujourd'hui est pédolante. Je ne dirai jamais assez Ivanka Trump, super boulot qu'elle fait, et de la bataille qu'elle mène très courageusement dans le cadre de la lutte contre la pédocriminalité. Il faut savoir que sous les Obama, hein, on va pas revenir sur l'épisode Epstein ou Weinstein, hein, mais Trump a fait arrêter plus de 3000 pédocriminels. Rien qu'aux États-Unis, je ne vais même pas vous parler de ce qui se passe dans le monde. Pour vous, l'affaire Epstein n'aurait pas pu advenir en dehors de l'administration Trump? Évident, parce que il y avait, comment dire, certaines affinités avec Obama et Clinton. D'ailleurs, c'est révélé aujourd'hui. Il y a des documents qui sont déclassifiés. J'ai eu la chance d'en avoir beaucoup avant tout le monde. J'ai même les noms d'artistes français, hein, de responsables politiques français au 22 avenue Hoche. J'ai eu la chance de découvrir malheureusement que quand en France on disait qu'il n'y avait rien dans le dossier Epstein, qu'il y avait des petites filles françaises qui avaient été envoyées à Epstein depuis la France en cadeau d'anniversaire, des filles de 12 ans françaises. C'est ça le lien entre l'affaire Epstein et les réseaux français, il est là. Complètement. Alors effectivement, je reconnais votre professionnalisme. Il est là. C'est important parce qu'on a du mal à faire le lien entre toutes ces affaires qui ont, en tout cas en France, sont diffusées, publiées de manière éparse, éclatée. Donc on a du mal, les médias en tout cas ne font pas trop ces liens. Et votre particularité, c'est d'avoir compris le fonctionnement de tous ces rouages. Alors oui, et puis ce qui est très important, ce qui est d'ailleurs assez incroyable à noter aujourd'hui, ce sont des journaux comme Gala ou Paris Match qui relèvent souvent, qui font état de l'affaire Epstein, alors que nos grands médias, pratiquement ont peur de... Comme si c'était qu'une affaire people.
Non, voilà, c'est ça. C'est très bien dit. Et en même temps, ils font un travail de fond. J'ai eu à constater Paris Match et Gala qui faisaient un vrai travail de fond. Et je remercie leurs journalistes. Et là, pour le coup, c'est hallucinant. Des filles françaises, des enfants français ont été amenés en avion aux États-Unis. Écoutez-moi bien. Il a fallu bien sûr que pour ça, au niveau de la préfecture de police, il y ait des complices. C'est évident. Moi, dans mon affaire, il y en a eu 4. Je donnerai les 4 noms des 4 fonctionnaires de la préfecture de police dimanche. D'ailleurs, pour ce faire, Delpech, qui est l'ancien préfet de police de Paris, est un type très honnête. Je lui rends hommage. Il avait demandé une enquête dans le cadre de mon affaire parce qu'il avait trouvé comme que j'avais trouvé des indices extrêmement graves. Des pièces avaient disparu, encore une fois dans mon dossier à la préfecture de police de Paris. Des pièces d'identité ont donné à mes enfants, ce qui est extrêmement grave. C'est interdit en France. Sans ma signature à mon insu. C'est interdit en France. Même un ministre ne peut pas avoir cet octroi. Dans mon affaire, ils ont réussi à 2 reprises à changer les pièces d'identité de mes enfants pour cacher des faits de corruption et de voyage à l'étranger. On est dans la similitude de l'affaire Epstein. Et quand j'ai écrit au commissaire divisionnaire de l'OCRVP, qui se vante de sa petite action du jour, il ne m'a pas reçu. Et je vais vous dire un truc qui est très grave, sur lequel sont en train de travailler beaucoup de pays étrangers. On avait des 4 fonctionnaires d'élite qui travaillaient sur la pédocriminalité, qui étaient les 4 fonctionnaires à la préfecture de police de Paris. Ils travaillaient au 4e étage, qui était la section, écoutez bien, qui travaillait principalement sur les réseaux pédocriminels. Il faut savoir que les États-Unis travaillaient remarquablement bien avec eux, il y avait des échanges extrêmement cordiaux avec ces 4 fonctionnaires émérites. Et bien, je vais vous dire une info qui est très simple. Les 4 ont été assassinés en France. Et on nous a fait croire que c'était un sourd-muet musulman qui bizarrement avait sorti un couteau. Les fameux attentats au couteau. Alors je vous remercie d'avoir employé ce terme. Depuis, le parquet antiterroriste a révélé que ce n'était pas un attentat terroriste. Alors qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, vous avez 4 familles endeuillées. Des enfants qui ne verront plus leur père ou leur mère. On doit la vérité à ces Français. On doit la vérité à la France. À ces gens de mérite, à ces gens d'honneur, à qui, on a dit, leur crime ne restera pas impuni. Parce que depuis, bizarrement, les dossiers qu'ils étaient en train de traiter au 4e étage sont sous scellés. Et devinez avec quoi comme dossier? Le dossier Epstein. Ces 4 fonctionnaires de police émérites, exceptionnels, paix à leur âme, paix à leur âme, prions pour eux, pour le repos de leur âme. Prions aussi pour leur famille. J'invite leur famille à prendre contact avec cellules trafic humain du FBI, à dire tout ce qu'ils savent, pour que l'affaire éclate au grand jour. C'est très grave ce qui s'est passé. Mais comment prendre contact avec la cellule trafic humain du FBI? Écoutez, c'est très simple pour les gens, pour ces personnes en l'occurrence. Je sais qu'il y a un gros travail qui est fait à ce niveau-là, avec aussi plusieurs autres pays étrangers que j'ai alertés par rapport à ce dossier. Donc il y a des enquêtes qui sont menées par leurs soins, ils ont des moyens aussi techniques pour essayer de trouver ce qui s'est réellement passé ce jour-là à Paris. Mais en tout cas, il y a des gens qui les ont assassinés. Qui ont assassiné ces 4? Eh bien, je vous le dis droit dans les yeux. Je doute très fortement, et j'ai le droit de douter très fortement que c'est la personne qu'on nous a dit. Et il faut qu'ils arrêtent ce gouvernement. Parce que c'est la personne qu'on nous a soi-disant indiquée. Qu'ils arrêtent avec ces pseudo-attentats musulmans. Personne ne les croit, personne ne leur fait confiance. Vous avez beaucoup trop triché dans le cadre des enquêtes pédocriminelles. Aujourd'hui, la majorité des États ne vous font plus confiance. Et mon ex-compagne, qui est aujourd'hui mêlée à un réseau pédocriminel, contre qui j'ai porté plainte au plus haut niveau de l'État, doit révéler comment ça se fait qu'elle savait qu'à part l'Espagne, avec qui il y avait des véritables échanges, tous les autres pays étaient moqués par les pédocriminels de la DGSI qu'elle fréquentait. C'est une honte, c'est grave, on parle d'affaires d'État. On parle d'affaires d'État.